Pourquoi le métier de la communication est-il aussi méprisé ? C'est une question que j'ai posée à Virginie Debuisson, Olivier Simelière et Mathieu Pimor, et croyez-moi, ils ont de très très belles réponses. Tellement de réponses qu'il y aura 2 parties dans cet épisode qui est pour moi absolument fondamental. En effet, depuis 1999, j'ai le grand plaisir de faire de la com en agence, d'être le patron de Maverick Communication, et moi, Laurent François, je n'ai aucunement l'intention de faire un autre métier. Pour autant, notre métier, qu'on l'exerce chez l'annonceur ou en agence, connaît quand même pas mal de troubles. Je parle pas de l'IA, je parle pas de tout ce que nous sommes en train de vivre. Au contraire, c'est absolument passionnant et je dirais même excitant. Mais depuis 3 décennies, j'ai vraiment l'impression que tout le monde a l'impression qu'il peut faire de la com. Alors je vous rassure, ce n'est absolument pas le style de la maison, j'espère que vous l'avez compris, que de dire que nous sommes finalement de grands incompris et que nous sommes en train de chouiner. Non, en aucun cas. Aucun de mes 3 invités n'est un chouineur et ne sombre pas dans le ouin-ouin, ce dont j'ai horreur. Bien au contraire, ils sont très courageux de témoigner. Alors oui, cet épisode va peut-être faire mal, va peut-être faire grincer des dents, ou à l'inverse vous rappeler une dure réalité que vous vivez. Mais sachez-le, nous les communicants faisons l'un des plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau métier du monde. Alors s'il vous plaît, soyez optimistes. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Virginie Debuisson, Mathieu Pimor et Olivier Simelière. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont brillants, ils sont communicants. Et ils vont parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir pourquoi notre magnifique métier de la communication, qui est le plus beau métier du monde, après batteur de Led Zeppelin et de Police, et évidemment, pourquoi la communication est-elle aussi méprisée en entreprise ? Alors peut-être que j'y vais un peu fort avec le mot mépris, mais nous allons décoder tout ça. Et justement, tout seigneur, tout honneur, autour de la table, il y a la magnifique nouvelle tête de com, à savoir Madame Virginie Debuisson, qui est diplomate d'entreprise. Salut Virginie. Bonjour. Il y a également le CEO de Linker qui nous dira ce qu'il fait exactement, mais il y a de la tech, il y a de DRP, il y a du LinkedIn. Et oui, forcément Linker. Mathieu Pimor. Salut Mathieu. Hello, hello. Et enfin, le vieux de la vieille, l'amateur du PSG qui n'en peut plus et qui habite non loin du PSG parce qu'il est extrêmement riche, à savoir monsieur Olivier Simelière, qui est consultant en communication, ex-DIRCOM dans les eaux, on ne dira pas lesquelles. Bref, cher Olivier, salut à toi. Salut. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, je considère aujourd'hui que la communication n'est pas très appréciée, voire méprisée, parce que tout le monde pense savoir faire de la com. Eh oui, alors, notre ami Jean-François Granat dit souvent que c'est pas parce qu'on a Word qu'on sait écrire qu'on va écrire le prochain Goncourt, hein, n'est-ce pas ? Eh ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu similaire dans la com, à savoir que tout le monde pense savoir parler, savoir écouter, savoir faire du design graphique avec Canva, savoir faire des photos, savoir faire des vidéos et savoir écrire. Bref, tout le monde sait faire de la com. Virginie, penses-tu que tout le monde sache faire de la com et penses-tu que c'est une des raisons qui font que on considère que la com, c'est presque un mal nécessaire et que ça sert globalement à rien ? En fait, ce qui nous aide pas, c'est que ChatGPT et ses petits amis sont arrivés. Et la tendance que j'ai tendance à noter depuis un certain temps, c'est que dans les boîtes, on va dire bon voilà, non mais c'est pas grave, regarde, j'ai fait ma charte graphique avec ChatGPT ou Claude Design, et puis je l'injecte dans Canva, et puis je te fais de 50 visuels Instagram à la volée, et puis tout va bien. Derrière tout ça, on oublie le sens, on oublie la symbolique, on oublie le message. Donc c'est un peu la forme qui prend le pas sur le fond. Et c'est pas une bonne chose. Donc moi je trouve que les outils d'IA qui sont pourtant magiques, très utiles, moi je suis à fond pour utiliser l'IA dans mon travail. Je pense qu'ils nuisent aussi à cette perception.
C'est-à-dire que ouais, ça a l'air facile, tu peins un petit logo en bleu et puis voilà, ça fait le boulot, c'est joli, je peux le coller partout et puis voilà, c'est bon. Donc tout ce qui est sous-tendu derrière l'image, en fait, n'existe pas. On s'en fout. Ok, merci à toi Virginie. Alors évidemment, on va parler de l'intelligence artificielle, mais Mathieu, tu disais toi aussi que tu pensais que tout le monde savait faire de la com, ce qui faisait énormément d'ombre à notre métier, n'est-ce pas? Ouais, je suis désolé, je vais revenir sur une image qui va pas te plaire, mais c'est un peu comme un match du PSG, en fait. Tout le monde a un avis sur la compo, tout le monde a un avis sur, la tactique, tout le monde a un avis sur, le dernier match, alors que fondamentalement, personne n'y comprend rien. Et je pense que la communication, c'est pareil. Tout le monde se sent légitime et capable de donner son avis, et du coup, tu as une dépréciation naturelle du sujet, alors que un directeur financier ou un data scientist, personne va venir s'inventer une vie de lui expliquer son métier. Et je pense que sur la com, les gens se le permettent dans les entreprises, dans les comex et au niveau de direction parce que c'est de la com. Alors, ça veut dire, Olivier, que finalement, notre métier de communication, puisque tout le monde sait le faire et que, comme le dit très justement Mathieu, il n'y a pas 65 millions de communicants en France, mais peut-être pas loin, ça veut dire que notre métier est superficiel, selon toi, Olivier? Ça colle aux bases de la communication depuis que celle-ci est apparue comme fonction dans les entreprises. Parce que si on replace historiquement, la com est apparue à l'orée, pour la plupart des grandes boîtes, à l'orée des années 90. Et c'est vrai qu'à cette époque, la communication, c'était avant tout du vernis, des paillettes, les petits fours, les réceptions, de l'événementiel, etc. C'était surtout ça, voilà. Elle servait à enjoliver. Et même si ça s'est largement complexifié et professionnalisé, il y a toujours cette perception qui perdure dans les esprits. On est là pour faire joli, on est là pour mettre du joli papier peint, pour dorer ce qui doit être doré. Et ce côté superficiel, on le traîne encore aujourd'hui, alors que le métier est largement plus compliqué que cela. Oui, mais alors, dans ces cas-là, je te repasse la main Virginie, si on considère que tout le monde sait faire de la com, que c'est un métier superficiel, que ça doit être beau avant tout, que ça doit être sympa, hein, bref, qu'on a l'impression qu'on est en boîte de nuit, hein, pour faire court, on n'a aucune chance de s'en sortir. Ça veut dire que dans 150 ans, on pourra faire le même décodeur de la com avec nos doubles IA, hein, évidemment, et on aura toujours les mêmes problématiques, Virginie? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment, on va enfin sortir de ce côté superficiel, tout le monde sait en faire, et donc, quelque part, ça devient réellement essentiel pour une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit? Je te prends un exemple, dans les relations presse. Moi, je fais beaucoup de relations médias. On a la chance d'avoir des opportunités qui surgissent et là, ce que je note, c'est que grâce au GEO, GIO, GIO comme tu veux, on a une fenêtre de tir assez incroyable pour faire valoir notre métier. Les IA génératives vont aller chercher, dans les médias, de quoi donner de la crédibilité, des marqueurs de crédibilité, des entreprises et des organisations. Donc fatalement, il faut que, ces entreprises et ces organisations se retrouvent dans les médias et ça s'invente pas et il y en a qui vont essayer de faire ça avec des communiqués pondus via ChatGPT, mais ça va durer 2 minutes et ils vont s'apercevoir de la difficulté de ce métier et de son exigence. Donc moi je suis d'un tempérament, maladivement optimiste. Donc je pense que ça, par exemple, un épisode comme le JO, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser pour faire changer la perception des métiers de la com. Mathieu, toi qui chez Linker fais aussi des RP, est-ce que tu penses que le JO va venir un petit peu redonner, ou en tout cas dorer tout simplement, ce métier des RP, entre autres, et nos métiers d'une manière plus générale? Oui, et puis c'est pratique parce que c'est une tendance et du coup, en fait, on a beaucoup d'inbound. Les gens eux-mêmes sont demandeurs, tu vois, les clients, les marques, les directions de communication marketing. Donc ça, c'est très bien parce que on n'a pas besoin d'expliquer à quoi on sert. Les gens se disent, attends, en fait, il faut absolument que je sois présent dans Claude, dans Perplexity et dans Google. Donc je vais faire des relations médias, donc je vais développer mes réseaux sociaux, etc. Un autre point que je veux mettre en avant, c'est que justement, à l'ère de l'abondance, grâce au LLM et grâce à l'intelligence artificielle, je pense que on est aujourd'hui enseveli sous les communiqués de presse, sous les posts LinkedIn, sous les vidéos YouTube, etc. Et je pense que c'est justement une super opportunité pour ressortir par justement le fond
et ressortir avec un meilleur contenu, un meilleur CP, un meilleur communiqué de presse, un meilleur ciblage auprès de meilleurs journalistes, une meilleure compréhension des rédactions. De toute façon, on prend le sujet des réseaux sociaux, une meilleure compréhension des formats par rapport aux différents canaux, etc. Et je pense, moi, en revanche, que c'est une vraie opportunité justement, et où les meilleures entreprises qui sauront se démarquer sur les marchés ressortiront vraiment de l'avant, et non pas dans cette espèce de masse qui est spammée par les contenus IA tous les jours, quoi. Donc cette histoire de slop dont on parle, à savoir toute cette masse crasseuse, toute cette boue, finalement permettrait de faire ressortir enfin la qualité qui a été ruinée depuis à peu près 25 ans et par le digital. Est-ce que tu penses, toi Olivier, qui est journaliste de formation, que les clients vont comprendre qu'il faut faire un meilleur CP qui parle mieux, une meilleure communication, bref, qu'on réussisse mieux à toucher nos cibles, même si je n'aime pas du tout ce terme-là. Est-ce que tu penses que finalement cette histoire de slop nous permet de sortir du lot? Moi, j'en suis absolument pas convaincu, en toute sincérité. Moi non plus. Au contraire, le slop pose un véritable problème parce que il y a de tels volumes de contenus inutiles que les contenus à forte valeur ajoutée finissent par passer inaperçus, tout simplement, parce qu'on est dans un flux continu, un flux permanent. Donc oui, il faut essayer de se démarquer en ayant du fond et de la pertinence, mais quand vous avez une masse de contenu en face qui défile, c'est très dur de se faire remarquer. La deuxième chose, et là, l'IA ou pas IA, ça ne change rien. Si on veut attirer les journalistes, faut les attirer avec des vrais sujets, avec des vrais angles, et pas les bombarder de communiqués de presse en espérant que par paresse ils reprennent l'un d'entre eux. Et ça, on n'a pas attendu l'IA pour le faire. C'était déjà le cas avant même d'ailleurs les réseaux sociaux. Sauf que avec la technologie, c'est devenu tellement inflationniste qu'aujourd'hui les journalistes peinent à s'y retrouver eux-mêmes dans l'abondance des messages qu'ils reçoivent, et quand bien même il y aurait un message pertinent qui pourrait les intéresser, parfois il est noyé justement par toute cette cette abondance de choses complètement inutiles. Alors justement, je rebondis, est-ce que ce serait pas une deuxième raison qui fait que notre métier est méprisé, à savoir l'IA m'a tué, ER évidemment. Je m'explique. Comme tu viens de le dire à l'instant même, il y a des histoires de slop avec l'IA, entre autres. Je pense que le côté digital de la communication, qui a été inventé évidemment, alors le côté digital est plutôt une œuvre des geeks, que j'adore, l'informatique c'est ma grande passion, mais très objectivement, il y a énormément de métiers de la com qui ont été ruinés par « il suffit de digitaliser ». Est-ce que ça aussi, ça n'est pas une sorte de mépris de notre métier, à savoir que finalement on va entre guillemets automatiser les choses, on va créer plutôt des règles qu'il suffit de suivre, et puis ça tombe bien, il suffit d'apprendre ces règles, tout est digitalisé, on a les outils, et au final, on n'a pas besoin de communicants. Je te pose la question, tiens Mathieu, je te laisse répondre là-dessus, puisque toi tu es un king de la tech, aussi comme notre amie Virginie, à laquelle je passerai, tu vois, j'en bafouille quand je parle de tech, je deviens énervé, je te passe évidemment la parole après Mathieu, Virginie. Oui, effectivement, tu as ce sujet-là, mais en fait, le sujet de l'IA est tellement transformatif et tellement global qu'en fait, c'est pas juste sur les communicants. C'est aussi sur ton DAF, c'est aussi sur ton dev, c'est aussi sur ton CTO, sur la personne qui a la tech chez toi. Donc en fait, toutes les personnes aujourd'hui d'une entreprise, on va dire, de connaissances, sont confrontées au sujet de l'intelligence artificielle et doivent le prendre en conséquence et prendre en main les choses et non pas d'autre choix que d'embrasser cette révolution et cette technologie. Évidemment, les communicants sont impactés par ça, doivent prendre en main le sujet, mais comme toutes les autres fonctions, j'ai envie de dire, d'une entreprise. Alors ça, j'en conviens. L'IA, c'est une véritable révolution, c'est passionnant, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, je vais un tout petit peu plus loin dans le temps, en arrière. Je m'explique. Je pense que l'arrivée de Canva, par exemple pour le design graphique, donne l'impression qu'on peut faire des super créations. Or, c'est pas vrai, c'est le fameux slop qu'on voit sur les réseaux sociaux. Virginie, est-ce que tu es d'accord avec moi que finalement, cette automatisation, cette informatisation du métier de la communication, qui va avec notre révolution technologique, et fort heureusement tant mieux, mais est-ce que c'est pas aussi ça qui a fait qu'on minimise le talent
de véritables communicants? Complètement. Je vais caricaturer, hein, mais pour moi, c'est un prolongement, de l'affaiblissement, des compétences, dans les équipes comme je m'explique. Combien de postes, d'offres d'emploi tu vois sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, où tu as des postes avec des palanquets de tâches à effectuer, au sein d'un même poste et franchement, bon j'ai 52 ans donc j'ai un peu de bouteille pour, juger, de la charge et de la complexité d'un job. Bah, c'est confié à des stagiaires ou à des alternants et les pauvres se retrouvent à gérer tout ça comme ils peuvent, parce que ce sont des gens qui apprennent, hein, il faut pas l'oublier et pas du tout de la de la masse salariale à pas cher, si je puis parler comme ça et en fait, là, on remet une couche de ça. C'est-à-dire qu'on laisse tomber l'expertise, on va au moins cher, donc on prend, des stagiaires, on prend des alternants, puis maintenant on va prendre, de l'IA, du Canva, du ChatGPT pour faire les choses. Parce qu'au fond, c'est une crise du sens, c'est une crise de l'expérience, c'est une crise, du fond. Moi, je reviens à ça, c'est-à-dire on parle de slop, ben oui, ben le slop, c'est, l'ultimate fighting, du manque de sens, en fait et il y a une perte, à mon avis, de compétences et d'expertise parce qu'on réalise pas la ton sujet, il est ancien. Moi, ça fait des années que je l'entends ça, que la com est toujours, la dernière roue du carrosse et je pense que là, on arrive vraiment sur un su peut-être que voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, ça arrive à un tel point qu'à un moment, va bien falloir taper du pied au fond de la piscine. En relations médias, puisqu'on parlait des journalistes tout à l'heure et Olivier expliquait très bien, la situation des journalistes par rapport à nous aujourd'hui. Eh bien, ce que je remarque, c'est que j'arrête d'envoyer des communiqués à des palanquets de journalistes. Je pitch one by one et on remet de la qualité pour pouvoir se démarquer. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, Virginie, sur le principe, mais est-ce que dans des organisations qui disent « Oh là là, l'IA nous permet de gagner en productivité », mais bizarrement, le sens, il disparaît totalement. Et quand tu fais du pitch one-to-one vis-à-vis d'un journaliste, ça veut dire que tu t'es intéressé à lui, que tu sais ce qu'il traite, comment il traite les choses. Bref, tu connais la personne, entre guillemets, face à toi, mais ça demande un temps fou. Est-ce que tu penses aujourd'hui, Virginie, et je te passe ensuite la parole, Olivier, que les organisations, les entreprises publiques, privées, bref, peu importe, elles aient le temps, ce temps à investir pour avoir une vraie relation de qualité? Ben, je pense qu'il va falloir, parce qu'on est tous noyés dans la bouillasse actuellement et je sens une nécessité à court et moyen terme de revenir à ça pour ceux qui veulent vraiment se démarquer et s'en sortir. Et émerger. Si on veut revenir à la qualité et plaider pour la qualité, c'est là où on va devoir parler notre métier autrement et lui redonner ses lettres de noblesse et peut-être aller au fond des choses et bien l'expliquer sans jargon. Pour moi, il y a une notion de haute couture qui va être nécessaire. Alors Olivier, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette notion de haute couture? Tu disais on parlait avant qu'on enregistre qu'il y avait une vraie superficialité du métier. Tu t'exprimais à cet effet là-dessus. Et justement, il faut qu'on en finisse avec cette superficialité. Tu vois, j'ai même du mal à le dire, tellement ça m'agace. Ouais, faut qu'on en finisse, mais déjà, il faut qu'on en finisse avec la vision purement utilitariste de la com, qui est de la réduire à la boîte à outils. Parce que bien souvent, la com, c'est fais-moi un petit site web, sors-moi une brochure, fais-moi une affiche. Voilà, on raisonne que par l'outil. L'acte de com, c'est faire un outil et qui va être vu par une cible, un public. Ça va au-delà, la com. Le boulot de communicant, c'est pas juste de pondre des outils et des réalisations. C'est d'analyser un contexte, c'est de comprendre l'écosystème d'une entreprise, c'est de regarder ce que disent ses parties prenantes, ses partisans, ses détracteurs et de relier ça par rapport au positionnement de l'entreprise et de ce qu'elle veut faire comprendre, de ce qu'elle veut convaincre. Et c'est ensuite mettre un dispositif qui va bien pour essayer d'atteindre ses objectifs. Or, bien souvent, la com, elle est réduite que à la partie dispositif. C'est qu'est-ce que vous pouvez me faire pour qu'on communique bien? Et moi, je leur dis à chaque fois, mais attendez, il faut déjà qu'on comprenne votre contexte, où vous en êtes, quels sont vos atouts, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, enfin des choses très simples, très basiques, mais qu'on zappe très souvent pour se rassurer en faisant un outil de com.
et on a un empilement comme ça de choses qui fait que, au bout du compte, on finit par ne plus s'y retrouver parce que chacun dégaine son petit truc, en veux-tu, en voilà, et on est dans la cacophonie la plus grande. Et tant que la com ne saura pas s'extirper de ça et faire valoir ça auprès du COMEX en disant: «Je ne suis pas un bonhomme qui, pond des brochures et des sites web. Je suis quelqu'un qui comprend la stratégie et qui est là justement pour accompagner le business et le faire comprendre, par les parties prenantes», la com, elle sera toujours perçue comme, effectivement une sorte de gadget qui est là pour faire beau. Si tout le monde devient consanguin, à savoir que tout le monde fait le même slop, fait les mêmes outils, et finalement la com se réduit à des outils, une plaquette, un petit site internet, il y a toujours petit, hein. Est-ce que finalement, et c'est pour moi une des troisièmes raisons, est-ce que nous ne sommes pas en train de devenir un métier de crétin ? Parce que nous sommes tous consanguins, tous sortis des mêmes écoles, de communication, de journalisme et de commerce, je parle pour moi. Finalement, tout le monde a peur, mais ça, on va en reparler, du courage et de l'audace. Mais finalement, on est tous sortis à peu près des mêmes écoles, tout le monde pense de la même manière, on est consanguin, et consanguin, ça rime avec crétin. Tiens, je te passe la parole, Mathieu, sans histoire de crétine, évidemment, mais sincèrement, toi qui m'as l'air d'être le plus jeune autour de la table, puisqu'on a tous la trentaine passée, pardon, justement, t'as pas l'impression, Mathieu, toi qui es le plus jeune d'entre nous, que finalement, le niveau dans notre métier, il est devenu nul. Je suis désolé de dire ça aussi brutalement, mais il y a quelques années, Mercedes Serra, elle m'avait vraiment, ça m'avait choqué. Et là, je parle comme un jeune que je ne suis plus. Elle avait dit, je crois que c'était à l'Union des marques, elle avait fait une allocution, et ceux qui connaissent Mercedes savent qu'elle mâche pas ses mots, cette femme, hein, c'est pour ça que j'apprécie tout autant. Et sincèrement, elle disait, mais je voudrais vous parler du niveau qui devient de plus en plus nul chez nos clients. C'était il y a une dizaine d'années. J'ai l'impression qu'avec l'IA, qu'avec le développement du digital qui est quand même là depuis 3 décennies, hein, donc on va se calmer là-dessus, c'est pas si nouveau que ça, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus crétins, qu'on a des gens qui sont de plus en plus crétins chez les communicants, qui comprennent rien au métier et qui, au lieu de gagner du temps avec la fameuse productivité, entre autres de l'IA, ont oublié de faire marcher ce qu'ils ont entre les deux oreilles, à savoir leur cervelle. Alors, Laurent, je vais te dire, je pense que il y a fondamentalement 3 choses. Déjà, sur le fait qu'on fasse tous la même chose, je pense que c'est autant dû à, tu vois, plus des réplicas culturels, de choses qu'on connaît, d'une certaine culture business de la com. Là, je pense que dans d'autres pays, c'est un peu différent. Donc, je pense que c'est surtout dû à ça, tu vois, le côté un peu franchouillard, franco-français, etc. Maintenant, bon, déjà, moi, effectivement, j'étais pas dans le métier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, donc je me garderais bien, tu vois, d'aller expliquer que c'était mieux avant ou que c'est mieux maintenant, et cetera. Ce que je peux te dire fondamentalement, c'est que moi, je trouve que ça manque de vision business et que ça manque d'optimisme. S'il y a un sujet que je peux mettre sur la table, et c'est un peu mon truc à moi, c'est en fait ce manque parfois de prise de risque qu'on peut parfois regretter. Je pense qu'il vient du sujet que les décideurs ne comprennent fondamentalement pas le sujet, et aussi qu'ils ne savent fondamentalement pas où en est leur boîte. C'est ça aussi la réalité. C'est que quand un COMEX est jugé sur des résultats au trimestre, quand un dirigeant de start-up est jugé sur la qualité de la manière dont il a fait grossir son entreprise sur les 6 derniers mois ou de sa prochaine levée, mais comment veux-tu avoir une vision pour ta communication, ne serait-ce qu'à 6 mois? Ne serait-ce qu'à 6 mois. En fait, c'est ça le sujet aujourd'hui. On est tellement dans de l'urgence business où tout va vite, où tout change systématiquement, que on en perd un peu notre optimisme, on en perd en vision, et du coup, on fait des trucs pas terribles. On privilégie pas forcément les bons canaux à long terme, et donc je pense que c'est un peu ça les sujets, quoi. Donc ça veut dire qu'on aurait des habitudes et on a toujours fait comme ça, donc on continuerait à faire comme ça en matière de communication parce que quelque part ça rassure, c'est ça ce que tu dis, Mathieu, entre autres? Déjà réfléchir à ça, c'est déjà réfléchir, tu vois? Moi, honnêtement, et j'adore mes clients, j'adore mes prospects, et tu vois? J'ai pas de sujet. Mais on a souvent en face de nous, vraiment des gens, parfois j'ai l'impression et là je vais me faire tuer, mais qu'on posait leur cerveau, qu'on débranchait le cerveau. En fait, je veux des posts LinkedIn, je veux passer dans les médias, et au bout de 5 fois, tu poses la question: «Pourquoi?» Il y a pas l'après, quoi, il y a pas la suite.
y a pas une vision à long terme du business. Et je dis pas que je suis Einstein, attention, hein, je me garderai bien de. Mais ouais, il y a mon concurrent passe dans les médias, il faut que je passe dans les médias. J'ai des choses sur LinkedIn, bam, il me faut des posts LinkedIn. Pourquoi, comment? Est-ce que c'est le meilleur canal? Mais c'est même pas le sujet, quoi. Et ça, c'est un peu désolant. Mais alors, je suis d'accord avec toi, je peux comprendre éventuellement qu'un dirigeant dise « j'ai besoin de posts LinkedIn, j'ai besoin d'une plaquette, j'ai besoin d'un site internet qui fasse ses courses au marché parce que quelque part, il est dans le business, il doit développer sa boîte et qu'on soit dans une start-up ou dans une boîte plus établie. » Mais souvent dans les start-up, Mathieu, je suis désolé, il y a quand même des communicants. C'est peut-être aux communicants, et ensuite je te passe la parole Olivier et on terminera toujours sur la tech avec toi Virginie puisque tu adores ça, mais très objectivement, le rôle du communicant, c'est un moment de conseiller son dirigeant qui a la tête dans le guidon et on comprend bien pourquoi. Ça te paraît pas normal Mathieu qu'à un moment le DIRCOM ou le responsable com ou le chargé de com dise « attends, on pourrait faire autrement ». Oui Laurent, mais pour ça, il faut des personnes à la communication et au marketing qui comprennent fondamentalement la mission de l'entreprise, ce qu'elle est en train de vendre et donc comment il faut la communiquer. Pour beaucoup, c'est pas le cas. Et tu as des très belles boîtes qui peuvent construire des belles équipes, tu vois, déjà sur une scale-up qui a levé un peu d'argent. On va parler des startups parce que c'est un peu mon sujet, mais entre 10 et 100 personnes, quand déjà tu as des équipes de 2, 3, 4, 5 personnes aujourd'hui à la communication et au marketing, c'est le max. Et souvent, c'est des sujets sous-investis. Ce que tu nous dis, Mathieu, là, honnêtement, je suis en PLS. Hein. Là, je suis en train de mordre ma langue. Je ne sais pas comment j'arrive à parler, mais je suis à 2 doigts de l'avaler. Sincèrement, Mercedes Serra avait raison. Le niveau a baissé. Si tu nous dis, Mathieu, qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que font leurs boîtes, si le niveau est aussi faible que ça, comment tu veux qu'on s'en sorte, Olivier? Parce que honnêtement, je suis désolé, mais communication égale métier de crétin. Et comment veux-tu qu'on revalorise notre job? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? C'est édifiant ce que tu nous dis, Mathieu, et je te remercie. Hein. C'est très courageux d'ailleurs au passage, bravo. Le constat formulé par Mathieu, j'y souscris pleinement parce que c'est quelque chose que je vois également au fil des années et ça s'améliore pas. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une question de niveau, bien que je suis un petit peu perplexe parfois par le manque de culture et surtout le manque de curiosité de certains communicants et communicantes dans des grandes boîtes. Je suis vraiment assez stupéfait parce que pouvoir faire de la com, c'est être capable d'embrasser plein de sujets, c'est de chercher à comprendre en permanence. Et ça, je vois de moins en moins cet effort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le communicant, et c'est toi qui le disais, Laurent, doit être capable de conseiller ses dirigeants. Oui, et c'est ce que je disais précédemment, conseiller, c'est justement pas d'emblée penser outil, mais de s'intéresser à la stratégie de l'entreprise, de regarder, d'analyser les tenants et aboutissants, de relier les choses qui sont dites à propos de l'entreprise et d'en déduire certains constats et de mettre en place les réponses adéquates. Et ça, tout cet effort-là, aujourd'hui, il est rarement fait, souvent faute de temps, effectivement, mais aussi parce qu'on a des communicants que ça n'intéresse pas, qui ont envie de juste briller, faire les choses waouh qui t'assureront un article dans Stratégie ou dans CB News, et ça s'arrête là. Et ça, moi, ça va être quelque chose qui m'atterre. Et la dernière chose, tu parlais de courage tout à l'heure, effectivement, il en faut du courage. Et alors ça, c'est quelque chose que je vois de moins en moins. Alors moi, j'ai payé cher dans ma carrière, effectivement, pour avoir parfois osé dire des choses qui s'avéraient vraies en plus, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde aux abris. Il y en a plus un qui moufte. Il n'y en a plus un qui ose dire, même s'il n'est pas dupe de certaines choses, il n'ira pas contredire le patron parce que c'est le patron. Or, le rôle du communicant, moi, je l'ai toujours perçu comme une sorte de fou du roi qui doit être capable de dire des choses qui déplaisent en apportant évidemment des solutions, des suggestions derrière. C'est pas juste de râler pour râler, mais il doit être capable d'exercer ce rôle. Or, ça, c'est plus du tout attendu dans les entreprises aujourd'hui. Le communicant, il est réduit à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est fais-moi un site web, fais-moi une brochure, fais-moi une campagne de pub, décroche-moi le 20h de TF1 et basta. Et là, si tu fais ça, t'es un bon communicant. Et ça, moi, ça m'adhère. Alors, je ne sais pas si je dois te dire merci Olivier pour ce que tu viens de dire, parce que honnêtement, je suis encore plus en PLS. Je suis en train de faire une descente d'organes, chers auditrices et auditeurs, en direct. Allô, le SAMU.
Ah non, mais allô la police, allô les pompiers, comme disaient les shérifs. Magnifique groupe de rock du côté de Montpellier. Trêve de plaisanterie, Virginie. Ce côté, allez, on va dire les choses, consanguin, donc crétin, donc sans courage. Toi qui as de l'expérience, puisque tu nous l'as dit, tu as 32 ans, hors taxe, tu le vois, sincèrement, chez tes clients, parce que tu as bourlingué, la tech, tu l'aimes tout autant que Mathieu. Et encore une fois, Mathieu, je tiens à le dire, je tiens à te remercier pour ton courage, parce que la jeunesse, en général, est plus courageuse que nous. Et là, je trouve que c'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime autant les jeunes. Bravo la jeunesse, bravo Mathieu. La France est fière de toi. La France communicante est fière de toi. Trêve de plaisanterie, je reviens à toi, Virginie. Bon, les couilles molles, là, c'est plus possible. Ah Ça ben, suffit. moi, ça n'a jamais été parce que j'ai un profil complètement atypique, je suis autodidacte. Donc j'ai jamais fait d'études de com et des fois, je suis contente de pas l'avoir fait parce que je déteste les moules et les carcans. Donc j'ai un côté un petit peu rock'n'roll et c'est ça aussi que je pense, qui fait que mes clients m'apprécient, au fond. Mais c'est vrai que tu dis couille molle, mais voilà, j'ai pas de meilleure expression parce que, bah, on a peur du buzz, on a peur, de se faire attaquer par je ne sais quel, collectif, sur les réseaux sociaux. On a peur, de pas plaire à alors, on parle beaucoup des dirigeants et tout ça, mais dans la start-up, il y a aussi, une petite tribu qui compte beaucoup, c'est les actionnaires. Et les actionnaires, ils ont un pouvoir, de pression qui est incroyable et ils sont capables de te faire changer de braquet, en 30 secondes ou enfin en 2 jours. Donc ça aussi, ça participe. Il y a le fait qu'on n'ose pas, il y a le fait que, ben, on est tous un peu en train de se regarder, pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait l'autre, sur les réseaux sociaux comme type de contenu? Bah, je vais faire pareil. Et pour comme ça, je suis sûre que ça passe et que ça fait de la, entre guillemets, «traction». Et puis il y a l'actionnaire qui des fois commence à s'en mêler et là, il bouscule le jeu de quilles et puis, tu dois tout refaire, tout réinventer et tu as pas le temps, d'aller puiser, la substantifique moelle de ce que fait ta boîte. Tu dois changer donc, tu plaques des contenus. Alors le petit site web, le petit post Instagram, le petit communiqué et c'est ça aussi qui va pas. C'est qu'on est dans l'ère de l'instantané. Merci, la mécanique des réseaux sociaux qui nous a tous un peu, je crois, mis dans des rails un peu bizarres et puis on a ce manque de courage, et puis, je veux dire cette paresse du cerveau, c'est un peu la culture du scroll. Je vais pas aller chercher, dans un bouquin ou par moi-même, dans quelque chose de différent, quelque chose qui me démarque. Non, je vais regarder, puis alors je scrolle, bon bah ça c'est bien, mais il y a peut-être mieux et puis voilà, tout se passe comme ça dans un espèce d'attentisme et une frénésie aussi, mais où il y a pas de richesse intellectuelle ou de moins en moins. Ah, je suis sévère, mais tu as plus aujourd'hui par exemple, avant tu avais les émissions, culture pub, tu avais des grands patrons de la pub, des grands ténors de la pub où tu étais waouh, c'est des super-héros. Aujourd'hui, les super-héros, c'est quoi? C'est les mecs qui détiennent des plateformes, réseaux sociaux. Non, je voulais rebondir sur la consanguinité, le formatage, que tu évoquais. Moi, il se trouve qu'à la base, je suis le prototype même, du type qui pourrait être formaté puisque, j'ai fait le CELSA. Donc, dans la com, le CELSA, c'est, voilà, c'est un peu le sacro-saint temple, et pour autant, ça m'a pas formaté. Je crois que c'est surtout une question de personnalité et de caractère. Faire des études, c'est une chose. Bien sûr, les écoles nous apprennent certaines choses et pas d'autres et ont tendance à formater, mais enfin, on est quand même encore des esprits libres, capables de penser par soi-même. Et moi, d'avoir fait le CELSA, c'est pas pour autant que ça m'a rendu identique à tous ceux qui ont fait le CELSA. Je pense par moi-même et un communicant doit penser par lui-même, quels que soient ses diplômes, ses origines. C'est comment dire, une question de curiosité et d'envie. Et ça, je le ressens plus aujourd'hui dans beaucoup de profils communicants que je croise. Il y a plus ça. On est alors, ce que dit bien Virginie, happé par, en effet, la course, à l'audimat, sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la presse, etc., à regarder ce que fait l'autre et à l'imiter en essayant de faire mieux. Et on prend plus le temps de penser. Ça, c'est vrai. Je suis passé dans les grandes boîtes, donc je sais comment ça marche. Je le sais, malheureusement.
Mais il faut essayer de garder quand même cette liberté d'esprit et de critique. Sinon, on n'avancera jamais. Alors, je sais que c'est risqué, je sais que c'est pas attendu de la part des dirigeants ou même des actionnaires, mais il faut quand même essayer de le faire. Ça évitera de faire cette bouillie un peu consensuelle où tout ressemble à tout. C'est vraiment ce point-là que je voudrais sur lequel insister. C'est pas tant l'étiquette d'origine du communicant. Tu fais bien et je te remercie. Je pense à mon ancien collègue de Publicis, Stéphane Peyret, qui est aujourd'hui directeur du marketing dans une très très belle entreprise industrielle, et qui me disait, on a bu un café il y a 1 ou 2 ans, il me disait, mais tu sais Laurent, à 100 000 euros ou plus par an, on ferme sa gueule. Donc ce courage, quand tu es DIRCOM, dit marketing, finalement tu ne l'as pas et c'est ce que vous êtes tous les trois en train de pointer du doigt. Je te pose la question Mathieu, dans les startups avec lesquelles tu travailles ou les scale-up comme on dit, celles qui se développent encore plus vite, tu vois aussi, sans que ces gens soient nécessairement payés plus de 100 000 balles par an, ce qui est déjà un très beau salaire, parmi les communicants avec lesquels tu bosses, ou même les CEO, enfin pas les CEO mais en tout cas les communicants, tu vois qu'ils n'osent pas dire les choses très clairement parce qu'ils veulent garder leur petit poste. T'as de tout et comme partout. Start-up, ETI, grands groupes. On a des gens qu'on accompagne, brillants, qui ont une vision pour la boîte, qui savent où ils veulent emmener l'image, qui savent comment supporter le business. Et tu as évidemment des gens qui n'ont pas les moyens, qui viennent d'être nommés, qui veulent pas faire de vagues, qui suivent à la lettre ce que dit le CEO parce qu'en fait, le PDG, parce qu'en fait, ouais, ils veulent pas faire de vagues. Donc, mais je pense que c'est partout. Et honnêtement, je suis même pas sûr qu'il y ait une typologie tu vois, d'entreprise, de société dans laquelle soit le plus représenté. Je pense que tu as des gens courageux partout, tu as des gens qui font attention partout. Mais même nous, les agences, tu vois, en fait, des fois, on est courageux parce qu'on n'a pas le choix et qu'en fait, il faut qu'on fasse quelque chose de très différent parce que fondamentalement, sinon, ça va pas marcher. Et des fois, si c'est pour toutes les semaines aller au clash avec ton client, à un moment donné, c'est bon, quoi, tu vois. En fait, j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc, évidemment, on essaie d'imprimer notre personnalité, notre truc. Mais écoute, si au bout de la 100e fois où j'ai essayé de t'expliquer le truc par A plus B, t'es pas d'accord, va bene, quoi. Alors ça se respecte parfaitement. L'objectif, c'est pas d'avoir une relation conflictuelle avec le client. Tu donnes tes conseils en tant qu'agence ou consultant. Bref, il y a 4 personnes qui font du conseil en communication auprès d'entreprises autour de la table. Donc forcément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a peut-être un moment où justement pour se démarquer de la concurrence, parce qu'on est très nombreux à faire du conseil en communication, mais il y a un moment... il va peut-être falloir s'y mettre vraiment parce que finalement, à force d'avoir peur, à force de ne rien dire, à force de faire comme tout le monde, d'être trendy et non pas de se démarquer, notre métier, en fait, on est en train de le couler. On est en train de le tuer. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? N'importe qui peut le faire, encore une fois, on en revient à ça. Ah clairement, ça je suis entièrement d'accord avec ton constat. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Parce que justement on n'ose plus et je peux comprendre hein, qu'on n'ose plus. J'ai été DIRCOM donc je sais ce que ça veut dire. Hein. Il y a un moment de guerre lasse, on laisse tomber parce que sinon c'est la porte qu'on va nous indiquer très rapidement. Et d'ailleurs ça m'est arrivé une fois parce que je rentrais pas dans le moule ultra corporate de l'entreprise et qu'on me demandait pas de penser mais on me demandait de faire. Mais c'est dommage qu'on en arrive là parce que déjà que notre métier a du mal à être considéré, si en plus on n'est pas capable de faire preuve de conviction, d'enthousiasme, je peux te dire que les autres au sein du COMEX, ils vont se dire mais vraiment elle sert à quoi la communication ? Et c'est le poste le plus facile à flinguer par rapport à tous les autres postes. Tu peux avoir un directeur financier bête comme ses pieds, il y aura toujours un directeur financier. Tu shooteras jamais le poste. Pareil pour les RH, pareil pour tout un tas de postes. La com, certains d'ailleurs s'en passent ou vont le rattacher soit au directeur tout simplement, soit au directeur de cabinet, soit vont carrément le sous-traiter. Et oui, on est en train de dévaloriser notre métier, mais parce que on a du mal à faire comprendre que ce métier, ça va au-delà, je reviens encore là-dessus, désolé, mais ça va au-delà de la boîte à outils. C'est un boulot effectivement stratégique, c'est un boulot de penseur, c'est un boulot bien sûr aussi d'acteur, mais
si on rentre dans notre coquille et on n'ose plus rien dire, là c'est terminé pour nous, quoi. On n'a plus qu'à compter les jours avant qu'on nous indique la sortie. C'est la fin de cette première partie en compagnie d'Olivier, Virginie et Mathieu. Ils reviennent très très vite. Ciao ciao.